update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Mo pis sa gang présenté par le groupe Poirier. Vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion, poirieroccasion.com. Vous avez accès à tout l'inventaire de toutes les concessions du groupe Poirier partout en Abitibi-Témiscamingue. Et je veux juste vous dire que si vous êtes par exemple à Amos et que vous avez spoté un véhicule à Rouyn-Noranda, on va vous l'amener à Amos pour que vous puissiez en faire l'essai dans votre ville, dans vos conditions. Alors voilà pour la plug. Merci beaucoup de collaborer à Mo pis sa gang. Mon invité aujourd'hui... Salut! Je suis quasiment nerveux de le recevoir. C'est un ami, c'est un collègue. C'est mon partner de tous les matins. C'est François-Olivier Denomé. Salut, Fod! Salut! Ça va, man? Ça fait bizarre, hein? C'est weird, c'est très weird. C'est comme quand je t'interview des fois. À l'époque, j'étais plus souvent journaliste sur le terrain, je t'interviewais. C'était spécial. Ouais. Et là, on va passer un petit moment ensemble parce que les gens te connaissent, les gens t'entendent à la radio. Ça fait combien de temps, toi, à la radio? Ça fait 2002, 23. Presque 23 cet été. Ouais. C'est malade, hein? Ben, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis moi, je me rappelle, j'étais là quand t'es arrivé. Je me souviens, j'ai été témoin de tes débuts à Énergie. Aïe, t'es vieux. Ben, on a le même âge. On a un mois de différence. Fait que les gens savent t'es qui, tu sais, par rapport à la radio. Mais dans Mo pis sa gang, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Parle-moi de tes problèmes. C'est pour ça que tu m'as demandé de me coucher. Non, mais on va parler de... Tu sais, on va retourner loin. On va retourner dans ta jeunesse. On en parle une fois de temps en temps. T'es un gars de Noranda. Ouais, je suis fier de le dire à part de ça. Ouais, puis Noranda, pas Rouyn-Noranda. Moi, je suis né dans Noranda-Ouest avant la fusion. OK. Puis avant que ça devienne le gros quartier riche avec le Walmart, là, ben moi, c'est mon hood. C'est mon hood de Honest. T'étais où, toi, exactement? Ben, là, j'étais proche de l'école Sacré-Cœur. Mes parents avaient choisi cette place-là parce qu'il y avait une épicerie. C'était un Lobe à l'époque. OK. Puis une école primaire. C'est pour ça qu'ils avaient choisi la maison dans ce coin-là, qu'on a vendu, la maison à ma mère, on a vendu même pas un an. Ouais, ça fait pas longtemps, là. Ouais, parce que toi, tes deux parents sont partis. Ouais, j'ai plus de pied à terre à Rouen. Fini. Ça t'a-tu fait quelque chose? Vraiment. De voir la maison familiale être vendue? Beaucoup, là? puis je repasse encore. À chaque fois que je vais à Rouyn-Noranda, je repasse devant. Puis je me dis, Colin, j'aurais-tu dû la racheter? Moi, c'est la première fois que je perds une maison. Parce que quand mes grands-parents sont tous partis, ils ont vendu la maison aux plus jeunes de la famille chaque bar. Fait que, mettons, je voudrais retourner dans les maisons de mes grands-parents, je pourrais. OK. Mes tantes trouveraient ça weird, mais je pourrais. Mais Alors que là, ils m'accueilleraient, elles seraient bien contentes, mais là, je peux pas retourner dans ma maison que quand j'étais petit cul. OK. Maison de tes grands-parents, c'était des gens d'ici? Ouais, ben du bord de mon père, c'est du Témis, puis Clérici du bord de ma grand-mère. OK. Faisait quoi? Est-ce que tu sais ce que... Ouais. C'est-tu un peu l'histoire de tes grands-parents? Ouais, j'étais assez chanceux pour que d'un bord, il y ait une autobiographie. OK. Puis de l'autre bord, il y a eu un blog. Hein? Fait que puis il y a plein de vieilles photos sur le blog, puis toutes sortes de cossins de même. C'est vraiment hot. Fait que un de mes grands-pères était maçon, puis l'autre, il a fait 1 million de métiers dans sa vie, il a à peu près tout fait, puis c'est un homme d'affaires. OK. Ouais. Parlons de tes parents. Mes parents étaient profs, les deux. Les deux? Maman était prof au secondaire. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés ou c'est Ils se sont rencontrés aux études. Ouais, OK. Ouais, ils se sont rencontrés, puis après ça, ils sont à l'université ensemble, ils sont revenus, puis ils ont fondé une famille. Des gens d'ici, là, visiblement. Ouais, OK. des gens de la place. Fait qu'ils étaient profs les deux, ma mère au secondaire, mon père cégep université. On peut-tu les nommer? Ouais, ben mon père Justin, ça ne dérangera pas, parce qu'il est mort, ça fait longtemps. Il était prof d'université, puis de cégep, il était bien aimé, il enseignait le français. Ouais. Il était bien aimé, il était fier de ça, il était fier parce que, tu sais, il y avait une coche entre ma mère qui enseignait au secondaire, puis vers la fin, c'était les enfants rois, puis mon père qui enseignait plus tard, puis le post-secondaire, tu payes pour aller à l'école. Pas des tonnes au cégep, passablement plus à l'université, mais quand tu es obligé de payer pour quelque chose, tu es généralement plus sérieux, puis c'est vraiment comme ça en éducation. Fait que le secondaire, ma mère, René, puis mon père Justin, ben lui, c'était post-secondaire. OK. Puis les deux nous ont quittés. Ouais. Ton père, ça fait combien de temps? 2016, ça fait presque 9 ans. Hey! Presque, c'est incroyable. Ça hein? va vite, là. Hey, Tu me dis ça, puis je trouve que ça va trop vite. Ça va tellement vite. Je peux pas croire que ça fait 9 ans que je suis privé de mon père. C'est incroyable. Ta mère? Ma mère, c'est 2023, décembre 2023. C'est plus frais, c'est même pas 1 an et demi, mais là aussi, j'ai de la misère à croire. De la misère à croire que le monde s'en va puis que notre petite vie se poursuit. Tu sais, on dit, il y a ceux qui restent, c'est le show must go on, mais c'est vraiment ça. Là. T'as plus de parents? T'as plus de grands-parents? Non, depuis longtemps. OK. Ouais. Fait que là, c'est ta génération. Là. C'est moi l'adulte. C'est-tu toi le plus vieux? Non, j'ai 2 frères plus vieux. OK.
Puis pas mal plus mature. Fait que je considère que c'est eux autres les kings. Mais... T'as une sœur aussi, hein? Ouais. OK, fait que vous étiez 4. Ouais, on était OK. 4. Mes parents ont eu 3 enfants, gars, puis ils ont continué jusqu'à temps qu'il y ait une fille. Tabarnouche, OK. Ouais, ils ont été chanceux de s'arrêter à 3 gars. Toi, t'es le 3e. Ouais. OK. Puis ça va toujours, c'est la théorie de l'évolution, là. Je suis meilleur que mes 2 frères. Ah, je sais pas, c'est une joke, les gars. Je sais pas s'ils vont écouter le balado. Ils font quoi dans la vie, tes frères et sœurs? C'est mes frères, c'est la forêt puis les mines. On est des gars de l'Abitibi-Témiscamingue. Ma sœur est notaire, mais à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la province. Fait que on a 2 qui travaillent manuellement, qui travaillent avec nos ressources naturelles, puis on en a 2 qui sont plus moi et ma sœur, on est plus des gens de ville. Là. On est plus des gens de béton. Toi, t'as toujours habité l'Abitibi-Témiscamingue? Ouais, sauf les 3 ans d'études à Québec. Là. Mais moi, c'est ma place. Je me sens bien ici. Je considère que l'Abitibi-Témiscamingue au complet, c'est mon territoire. Je suis très bien chez nous. Un rythme de vie qui me plaît pas mal. Là. Fait que t'as fait ton primaire, ton secondaire, ton cégep ici, puis Ouais. t'es allé à l'université à Québec. À Québec, OK. Québec, mon alma mater. Cégep à Rouyn-Noranda? Ouais. OK. C'est mes 2 plus belles années de vie, sérieux. J'en ferais mon cégep n'importe quand. Pourquoi? T'étais en quoi, toi? J'étais en sciences humaines. OK. Je cherchais ma voie. OK. Mais je savais que je Sciences voulais faire... boisson? Ouais, sciences boisson, mais je savais que je voulais faire des coms, mais je n'étais pas encore prêt à aller dans des programmes plus loin de chez nous. Ah ouais? C'est tellement beau, le cégep. T'as plus de responsabilités, mais pas tant, à moins que tu veux devenir médecin puis pharmacien. Là. Mais OK. En sciences humaines, t'as pas tant de responsabilités que de manger de la salade de macaroni à CAF puis de jouer au hockey cossum le soir avec tes chums. Puis toi, t'habitais encore chez tes parents à ce moment-là. j'étais chez Fait mon que père t'étais à pas ce en moment-là. loyer, là. J'étais à l'autre bord de la rue. Mon père enseignait au cégep. J'étais carrément à l'autre bord de la Ah! rue. Je voyais le cégep de ma chambre. OK. Fait que t'as fait ton cégep ici, puis après ça... Puis là, tu te dis, j'étais pas encore prêt à partir. Ouais. C'est quoi qui t'a amené à partir éventuellement pour Québec? Ben, je ne pouvais pas faire un bac en sciences humaines au cégep. Mais il fallait que j'essaye de quoi. Puis je l'ai essayé, puis j'étais bien à Québec. Surtout, c'est ma ville d'adoption après l'Abitibi-Témiscamingue. J'étais vraiment bien. Mais l'appel, quand je suis revenu ici, je savais que j'étais pour rester pas mal pour toujours. Mais de bord, toi, ça n'a pas niaisé de bord, là. OK? Toi, t'as fait le chemin le plus... quasiment le plus court, là. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas essayé 56 Non. affaires. Tu savais rapidement que tu voulais aller en communication. Ouais. À partir de quel âge? À 11 ans, je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Pourquoi? Je sais pas. Je voulais raconter des histoires, raconter ce que je voyais à ceux qui n'étaient pas là. Je pense que c'est comme ça. Puis à 11 ans, moi puis des chums, on a fondé un journal à notre école primaire. Au primaire, on a fondé un journal. Ah Je ouais. me rappelle pas avoir jamais vu ça. Puis j'en ai encore un exemplaire à la maison. Puis je savais que c'est ça que je voulais faire. Évidemment, tous les petits gars, à un moment donné, veulent être à RDS. Il faut que tu comprennes qu'il y a un Pierre Houd sur la planète, puis c'est lui qui a le job présentement. Fait que je raconte des histoires dans la vie de tous les jours. Je le raconte à mes enfants quand on jase puis qu'on s'amuse. Sinon, je le raconte dans le cadre de ma job. Mais tu savais-tu que ça allait être à radio? Tu sais, tu Non. me parles d'un journal. OK. Moi, je voulais faire de l'écrit. Je suis formé à l'écrit, puis à un moment donné, à mes études universitaires, vers la moitié de la run, il y a un de mes chums, d'un de mes cours, qui dit « Viens voir, je fais de la radio. » La radio, j'en écoutais à peu près pas. J'en écoutais un petit peu, pas tant. J'étais allé, je touché à ça, puis j'ai trouvé que c'était magique pour l'interaction rapide que tu as avec le monde. OK. Ouais. J'aimerais ça un jour faire de la scène, là, mais ce que j'ai de plus rapide comme interaction présentement, c'est de faire de la radio avec des gens qui peuvent nous écrire au 6-12-12 en 5 secondes. Toi, tu faisais de la radio étudiante, donc? Ouais. C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était la radio de l'université? Plus petit que ça, même. C'était genre du pavillon dans lequel on était. Bol, C'était minuscule, là. C'était vraiment, vraiment minuscule. Ça, c'est mais 3 auditeurs entre 2 cases, là. t'es généreux, t'as arrondi aux 3 près. Mais juste de savoir que tu avais le pouvoir sur ce que tu faisais jouer, sur ce que tu disais, les réactions que tu recevais, c'était vraiment cool. J'ai dirigé après ça la radio étudiante chez nous à Québec, puis après ça, je me suis envenu ici. Toi, tu savais que tu voulais revenir ici? Je savais. J'ai appliqué ici. Tous les médias ont reçu mon CV quand j'ai terminé. Tous les médias de la région, il y en a un qui a accusé réception. C'était Énergie? Énergie. Ah ouais? Je suis encore ici. Je suis un gars très fidèle dans la vie. Les autres n'ont même pas accusé réception. Je dois avouer que ça m'a fait de quoi. Mais t'avais pas d'expérience. Qu'est-ce que t'avais envoyé à l'époque? C'était genre un démo ou... Même pas. Même pas de un démo? CV. T'as envoyé un CV sur lequel il n'y avait papier. pratiquement pas grand-chose? Il n'y avait rien. OK. Il y avait mon nom, puis mes expériences, les peu d'expériences de job que j'avais, puis mon parcours scolaire. Mais j'aurais aimé ça, un accusé de réception pareil. Ouais. Je disais, hey, on l'a ton CV, on vient de le passer dans la déchiqueteuse, je le donne à mon chef qui fasse ses besoins, mais au moins on l'a. On l'a eu. Mais j'ai pas eu ça, puis j'étais encore pas choqué, mais triste. Où t'as appliqué?
tous les médias qui existaient à l'époque sont encore tous ici, là, Radio-Canada, puis le journal, puis la TV. OK. Toute la gang. T'avais-tu été un peu dans le communautaire? Moi, j'ai un pincement quand je repense à mon début. C'est-à-dire? OK? Moi, j'avais envoyé mon démo à la radio communautaire de Sainte-Terre. Ouais? Ils m'avaient pas pris. Non? À quel point j'étais mauvais, mettons. Là. Ouais, ben écoute, je dirais pas ça. Peut-être qu'il n'y avait juste pas d'ouverture de poste. Moi, ils m'ont appelé pour me le dire, par exemple. Ah, au moins. Qu'ils me prenaient pas. C'est déjà ça. Mais j'ai travaillé pour Cablevision. Je faisais des textes pendant mes études pour Cablevision. Fait que c'était assez communautaire, merci. Ouais. À l'époque où il y avait des nouvelles sur Cablevision. OK. Là. Fait que c'était à peu près le plus communautaire que je suis allé. Là. OK. Fait que toi, ton début de carrière s'est fait à Énergie de bord. Ouais, je remplaçais Guy Champoux aux nouvelles quand Guy était malade ou qu'il avait des congés. Savais-tu que tu voulais faire de la nouvelle ou tu voulais être animateur? Non, je voulais faire de la nouvelle. OK, tu voulais être journaliste. Je voulais raconter l'histoire. OK. En réalité, là, je me suis rendu compte bien après que tu peux raconter des histoires comme animateur aussi. Là. Mhm. Mais je voulais faire des nouvelles, puis pas juste du sport. Je me suis attardé à bien d'autres sujets. Tu fais pas de la radio pour toi. Tu fais de la radio pour ceux qui t'écoutent. C'est ça, j'ai compris ça assez de bonheur dans l'histoire. Sans ça, je ferais juste parler de football à la journée longue, puis vous trouveriez ça vraiment, vraiment plate. Ça. Parce que t'arrêtes pas de nous dire que t'es pas le gars qui s'intéresse le plus au sport qu'on connaisse. On pense que t'es un mordu de sport, puis toi, tu démens ça. Vraiment, j'aime les sports qui sont pas tant populaires chez nous. Là. J'aime beaucoup le football. Là. J'en ai coaché, j'en ai regardé, j'en ai arbitré. Mais je peux pas juste parler de ça à radio parce que le monde n'aimeront pas ça. Puis oui, j'aime le hockey un peu, mais c'est vraiment pas mon sport préféré. Le baseball et le football viennent bien avant là. OK. Bien avant. Ça, les gens vont être surpris d'apprendre ça, par exemple. Peut-être. Parce que les gens t'écoutent notamment sur le web, alors que tu es à la diffusion des foreurs. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je ne sais pas. Quelques années, mais j'ai fait les foreurs, j'ai fait les huskies, justement aussi? À l'époque du web diffuseur. J'ai travaillé pour l'organisation des Remparts de Québec aussi. T'as fait quoi là-bas? Même affaire. J'écrivais des matchs, on allait sur la route aux alentours. Évidemment, Québec a plein de marchés aux alentours. Ça, c'est quand tu étais aux études? Oui, quand j'étais aux études avec mon chum Vincent Samuel, puis on se promenait. Puis je me rappelle avoir été aux States pour couvrir une game des Huskies contre les Maniacs de Lewiston. Je me suis promené un peu, c'était vraiment cool. Ouais. Dans le temps que les équipes avaient plus de budget, puis que tu voyageais avec l'équipe, là. Oui, ben, dans ce cas-ci, j'avais voyagé par moi-même, mais sinon, ça aurait été possible de voyager avec l'équipe. J'aime décrire le hockey, ça revient à la même affaire, c'est raconter l'histoire, surtout à la radio où les gens ont pas... Ils le voient pas, le puck. Ils le voient pas, fait qu'il faut que tu leur expliques, faut quasiment que tu sois capable de fermer les yeux et de s'imaginer où ils sont sur la glace. C'est un ça, art, ça. Je pense que oui. À quel point je suis bon ou pas bon, ça, c'est pas à moi de juger, mais j'aime ça faire ça, par exemple. Et tu le fais avec une certaine couleur aussi, qui est propre à toi. Je pense que ça fait partie du prix d'entrée de n'importe quoi où il y a une animation. L'animateur, la voix, la narration le doublage dans un film pour enfants ou d'animation fait partie du prix d'entrée, je trouve. OK. Ouais, fait que mets-en un petit peu plus. Raconte-moi tes souvenirs de junior, parce que la game a beaucoup changé. Ouais. Fait que, puis ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Là. Ah, c'est pas le même junior majeur d'aujourd'hui que dans le temps. Lequel des deux tu préfères? Wow, c'est une bonne question parce que les joueurs sont tellement plus en forme, le jeu est tellement plus rapide, les tirs tellement plus puissants et précis, mais je m'ennuie de la robustesse d'antan, par exemple. Je me rappelle qu'au début, quand les Huskies sont arrivés et c'était à Rouen, on avait nos billets de saison. C'était avant même d'avoir fini mes études. Là. On avait mes billets de saison, moi, puis deux de mes chums, Dave et Dan, puis on était collés sur la baie vitrée. Puis la baie vitrée, à l'époque, était bien plus basse qu'elle l'est aujourd'hui à l'Arena. On se mettait sur la pointe des pieds, on mettait nos doigts sur la vitre, puis on pouvait parler carrément dans l'oreille des joueurs. Okay. Moi, je parlais, mes deux autres là, les autres, ils jouaient de la trompette pour essayer d'étourdir les joueurs. Moi, tu vas dans le warm-up, je suis allé voir le goon des Huskies, puis j'allais à l'autre bord, là, le 18, il me semble qu'il m'énerve, tu devrais le pincer bien comme il faut à soir. Ouais, j'étais plus craqué un peu à l'époque. Ce hockey-là, où il y avait plus d'ambiance, me manque quand même pas mal. C'est une raison peut-être pourquoi j'aime moins le hockey que le baseball puis le football. Je trouve que ça a changé, puis pas nécessairement pour le mieux, puis pas nécessairement pour le pire non plus, mais ça a changé. Fait que ça, c'en est un des souvenirs, mais oui, tu sais, on a vécu les coupes, la dernière des Foreurs, les deux des Huskies. Quand tu es proche des organisations, c'est des beaux souvenirs, puis il y a des joueurs, moi, que j'ai interviewés, qui sont rendus dans la Ligue nationale, là, sans dire que c'est des amis, parce que moi, j'avais une job à faire, puis eux autres aussi, mais de voir des jeunes qui arrivent ici, quand ils arrivent ici, là, puis j'ai inclus le midget 3 avec ça, là, 13, 14, 15, jusqu'à 20 ans. Souvent, c'est des enfants qui arrivent ici, puis là, tu les vois grandir, puis tu les vois maturer, puis là, ils partent.
Puis à un moment donné, t'es voué dans la TV, puis c'est un feeling, même si tu les as pas côtoyés de proche, qui est assez spécial. Là. Hein, quand j'ai vu Christopher Le Temps la première fois à la télévision, après l'avoir vu 3 ans à Val-d'Or, c'est quelque chose. Quand j'ai vu Mike Ribeiro dominer avec les Huskies, puis après ça à Québec, Mike, il m'a suivi à Québec. Bon, il ne savait pas qu'elle allait être échangée, puis moi, c'était mes études. Mais après ça, je le vois à TV, tu Colin, ce gars-là, je le connais depuis qu'il est haut de même. Là. Fait que c'est privilégié ce qu'on fait comme job quand on peut toucher à du hockey junior. Là. Maintenant, ça, t'as fait du junior. T'aurais-tu aimé poursuivre, monter de niveau un peu au hockey? Je me suis jamais posé la question parce que justement, je suis tellement bien chez nous puis que c'est le niveau qu'on a plus haut. Mais si j'avais pu déménager, exemple, à Montréal ou peu importe, ouais, c'est sûr, j'aurais probablement aimé ça, mais tu sais, pas au point de jeter tout le reste aux oubliettes. Là. OK. Ouais. On me demande souvent, ça te tente pas d'aller faire de la radio à Montréal puis d'aller ailleurs, tu sais? Puis je vais te poser la question, je connais très bien la réponse. Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Ouais. T'sais, moi, chez mon employeur, on nous demande à chaque année, si jamais ça marche pas ici puis il y a des ouvertures ailleurs, où tu voudrais aller, puis pour la forme, j'ai écrit Québec parce que je trouve que c'est une belle ville, puis ça ressemble à certains égards à l'Abitibi, puis j'aime le stade municipal où ce que les capitales jouent, puis j'aime le Vieux-Québec, puis j'ai étudié là 3 ans, mais je me vois mal être déraciné de chez nous. Puis c'est pas que je suis fermé sur le monde. J'ai envie, là, quand mes enfants vont être plus vieux, de voyager à travers la planète. Puis quand j'étais petit, mes parents nous ont fait faire le tour du Québec. Là. Je connais mon Québec, je suis allé partout, mais c'est ici que je suis le mieux, je pense. T'es vraiment un gars de la place. Je pense que je suis un gars de la place. Sans être nécessairement le gars de bois, petit skidoo, tout ça. J'en fais quand mes chums m'invitent, mais j'aime le fait qu'on est proche de tout. Ouais. J'aime le fait que je pourrais venir... Si j'étais pas si lâche, je pourrais venir travailler à pied. Et ainsi de suite. Tu as bâti un réseau de contacts qui est impressionnant. Ouais. Moi, j'ai déjà vu ton carnet de contacts. C'est bien garni. Mais ça s'est pas fait toute seule. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça. Là. Non. Comment tu as commencé dans le business? C'est petit pas par petit pas. Puis dans notre métier, il faut que tu acquières une certaine crédibilité. Il ne faut pas que tu brûles tes sources en même temps, mais une source que tu n'utilises pas. Colin, c'est pas une source. Fait qu'il faut que tu les utilises aussi des fois. Fait que c'est à force de te faire voir, d'aller sur le terrain, quelque chose qu'on voit de moins en moins, là, du monde sur le terrain, spécialement depuis la COVID, mais depuis que tellement d'entreprises ont moins de monde. Fait que ça a été de développer, de faire confiance, d'apprendre à... Colin, comment j'expliquerais ça? D'apprendre à être le plus rigoureux possible parce que tu peux pas non plus dire n'importe quoi quand tu cites quelqu'un, quand tu joues avec la réputation puis la vie des gens aussi. Là. Fait que comment tu as commencé? Te souviens-tu de tes premières affectations? Ma première affectation à Rouen, quand je remplaçais Guy Champoux, je m'en souviens pas, mais quand j'étais allé à Val-d'Or, c'est la maison de la Source Gabriel. L'ouverture de la maison de soins palliatifs à Val-d'Or, j'étais là pour l'ouverture. C'était mon premier point de presse quand je suis arrivé à Val-d'Or, puis c'était quelque chose. C'était quelque chose. Tu ne penses pas à mort. En tout cas, tu n'es pas censé penser à mort quand tu as 20-25 ans. Première affectation de maison de soins palliatifs, c'est palliatif. Qu'est-ce que vous voulez dire par palliatif? Fait que quand je vois les maisons de soins qu'on a en région, c'est une cause qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. OK. Y a-tu eu des bons coups, des affaires, des scoops? Tu sais, dans ton domaine, on cherche tout le temps le scoop. Toi, t'en as eu une coupe à ton actif là, quand même. Là. Ben, plusieurs avec à travers une vingtaine d'années. Là. C'est dur d'essayer de se rappeler d'un en particulier, mais je me rappelle qu'à l'époque où j'étais, parce que là, je fais moins de journalisme dans la vie de tous les jours, j'en fais encore, mais on m'appelait pour des fermetures d'usines. Le syndicat m'appelait et me disait, écoute, les patrons ne veulent pas que ça sorte avant la semaine prochaine, mais nous autres, on est slackés pour 8 semaines, puis ils ne savent pas si ça va revenir. Fait, ce genre de scoop-là, c'est moins le fun, mais je me rappelle de... Voilà, la Val-d'Organe, Sylvie Fréchette avait gravi l'Everest à un moment donné. Puis elle nous appelait le matin. Elle s'était ramassé un système de communication satellite, puis elle nous appelait, puis on était la seule radio. Ça, c'est des scoops quand même passablement plus le fun. Là. Ouais. Ou des ouvertures de telle affaire. OK, on va être prêt 1 mois plus tôt qu'on avait prévu. Tu le sais, sors-les quand tu veux. Il y en a eu des scoops. C'est vraiment dur de se rappeler. D'un en particulier, Palais de justice. J'ai fait du Palais de justice longtemps. J'adore le Palais de justice. Je trouve qu'il y a vraiment des belles histoires à raconter. Si je pouvais, dans la vie de tous les jours, juste faire du palais, probablement que c'est ça que je ferais là, pour un média, parce que c'est des belles histoires à raconter, ou au moins des histoires qui valent la peine. Puis souvent, tu es tout seul au palais. Tu es tout seul dans cette salle-là où il n'y a pas d'autres médias. Tu sais, on est une petite région avec pas des tonnes de journalistes non plus. Fait que des scoops de palais de justice ou des primeurs ou des exclusivités, ouais, c'est sûr, j'en ai eu en masse. Là. Dans le monde du sport, j'imagine que oui aussi. Ben oui, puis plus tu te fais voir, plus tu te tiens avec le monde, plus qu'ils t'entendent parler. Le monde, ils veulent voir quand ils te parlent de quelque chose, si t'es vraiment intéressé. Là.
Ou ben non, si tu fais ça parce que c'est ta job, puis ça finit par paraître à la longue, là. Ben oui, j'en ai eu des scoops, puis un tel qui est rappelé, puis un tel que ci ou ça, une transaction, une blessure. Ouais, je suis passé par là. T'es-tu fait des ennemis? Hey, je me suis pas chicané souvent. Je sais, je pourrais pas te dire si je me suis fait des ennemis. À mon avis, oui. Mais les gens vont pas te le dire. Je me suis chicané une couple de fois avec un politicien qui avait mal interprété ce que j'avais dit. Hein. Je suis dans le club des mal interprétés. Il y a bien du monde dans ce club-là. Ouais. Écoute, des ennemis. Hey, c'est une sacrée bonne question. Je m'arrête rarement à ça. Moi. Je m'arrête rarement à ça dans la vie, les gens qui m'aiment pas, puis pas juste pour ma job, pour le reste, parce que je trouve que j'ai pas assez de temps à donner au monde que j'aime. Je peux pas en donner au monde que j'aime pas ou qui m'aime pas. Là. As-tu déjà eu peur pour ta vie? Jamais. Parce que, tu parles du palais de justice. Ouais. Jamais, même si c'est vrai qu'au palais de justice, puis c'est pas les plus dangereux, c'est pas ceux qui sont accusés des plus gros crimes qui sont les pires. Je me suis souvent fait dire que le chien qui jappe, il mord pas. Ça m'est déjà arrivé de partir mon véhicule avec le démarreur à distance au palais, oui, mais de là à dire que C'est vrai? Oui. Ouais. Ouais, à l'époque, j'avais mon petit char gris, je le partais toujours avec mon démarreur à distance parce que... T'avais peur? Je sais pas si je peux dire que j'avais peur pour moi. J'ai pas peur de grand-chose dans la vie, honnêtement, mais Okay. j'aurais pas voulu que ça blesse quelqu'un d'autre. Tu prenais tes précautions. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais c'est sûr que... Puis je me suis déjà fait dire, ouais, pourquoi vous parlez de lui? C'est pas fin. C'est pas moi le pas fin, c'est le criminel. Tu sais, moi, je fais juste ma job. Puis la majorité des gens comprennent ça. Mais déjà quelqu'un qui est venu me voir au palais de justice pendant que j'étais assis, puis qu'est-ce que tu veux? On était à Gay, nous autres, puis j'ai un pad puis un crayon. C'est assez évident que je suis pas là pour repeindre le mur, là. Fait qu'il dit, ouais, tu vas-tu parler de moi? Ben ouais, tu sais, c'est un peu ma job. Fais attention à ce que tu dis. Moi, juste dire la vérité. Attends un peu, je me rappelle dans le temps des crevisses. J'en ai une anecdote là-dessus. Vas-y. Il y a visiblement un motard qui avait eu mon numéro de cellulaire. À l'époque, c'était moins facile d'avoir les numéros de cellulaire, mais quand même, il avait dû passer par quelqu'un ou peu importe sa méthode, puis qui m'appelait puis qui me disait hey, j'ai un petit scoop pour écrevisses, si ça t'intéresse, là, voici telle affaire. Mais c'était clairement un groupe de criminels versus un autre, ou quelqu'un à l'interne qui voulait que son boss soit dans le trouble. La première fois que j'ai reçu ce coup de fil-là, alors que je suis dans ma cuisine, ouais, salut, c'est toi ça? Ouais, c'est moi. OK. Hey, l'affaire écrevisse, là, tel gars va passer tel jour, mais je t'ai pas parlé. OK, mais qui parle? Puis là, ça raccroche, tu sais. Ça fait genre film d'horreur. Mais oui. De là à dire que j'ai film de gangster. Gangster. Là. Mais de là à dire que j'ai eu peur, je suis pas prêt à dire ça. OK. C'est hot, hein? C'est une histoire, je pense pas avoir raconté ça à grand monde. Je pense même pas que mes parents le savaient. Mais ton entourage, sais-tu tout? Ta femme, sais-tu tout? Qu'est-ce que tu veux dire par tout? Tout. Je pense que ma femme sait tout. Mon père savait tout parce que je lui disais tout, sinon il le devinait. Ma mère savait pas tout, puis mes enfants savent pas tout, puis je leur cache qu'ils n'ont pas besoin de savoir tout de suite. Mais je leur cache pas, je fais rien que pas leur dire. OK. Mais je pense que ma femme puis mon père l'auraient su, puis une couple de mes bons chums savent à peu près tout de ma vie. OK. Ouais. J'ai pas grand-chose à cacher. Moi. J'ai pas si honte que ça de grand-chose. T'as-tu honte de quelque chose? Spécialement dans mon... Non, je pense pas. Non. Non? As-tu des regrets? Ah oui, j'ai des regrets. Ah oui? Pas des regrets de gestes que j'ai posés parce que je trouve que les gestes qu'on pose dans la vie puis nos expériences, la somme de tout ça devient l'être que t'es aujourd'hui à cette heure-ci. Puis si t'aimes pas ça, t'as le loisir de changer. Mais des regrets, tu sais, mon père est mort avant que je trouve la femme de ma vie, que je me marie puis que je fasse un dernier enfant. Fait que forcément, mon père a jamais connu ma femme actuelle puis mon dernier. Ça, c'est un giga regret, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, puis il est dans une urne ensemble, là, que je peux rien faire, là. Je peux-tu te poser la question à propos de la mort de ton père? Ouais. Parce que c'est en lien avec l'aide médicale à mourir. Oui, ma mère aussi. Ta mère aussi, OK. Ouais. Qu'est-ce que... Ben, c'est parce que je ne sais pas comment te le poser parce que tu nous en as souvent parlé hors d'onde, très peu en onde. Toi, tu as dit que ta position, elle est positive face à ça, mais c'est tough. C'est très dur. J'ai jamais rien vécu de tel que de voir la personne que t'aimes partir. Mais je suis très fier de ma société, par exemple, qu'on a créé ce processus-là qui a été simplifié entre la mort de mon père et la mort de ma mère pour arrêter de faire souffrir des êtres humains. Si ton chat il est malade, là, puis le vétérinaire a dit il reste quelques semaines à vivre, tu vas probablement l'euthanasier. Je trouve qu'on était rendu là comme société pour un être humain qui a toute sa tête au moment de faire ce choix-là, puis que tu sais que c'est incurable. Fait que oui, je l'ai vécu pour mon père, je l'ai vécu pour ma mère, puis c'était vraiment, vraiment difficile.
C'est beau, par exemple, comment c'est fait. T'es dans Peux-tu nous l'expliquer? Parce que... Oui, c'est de plus en plus en vogue, puis on va en voir de plus en plus, tu sais. T'es dans une chambre d'hôpital, puis le médecin arrive, puis tous les consentements ont été signés, puis c'est la personne qui décide qui s'en va, qui choisit qui est dans la salle, à part les médecins, là. Fait que s'il veut qu'il soit tout seul avec les médecins, il peut. Si les enfants avaient être là, il pourrait quasiment le web diffuser un coup parti si tel était le but. Mais t'es avec les gens que tu veux, puis tu pars, puis t'es délivré de la souffrance. C'est une coupe d'injection, puis c'est terminé. Puis, tu sais, je me rétracterai sur mon lit de mort, l'expression qu'on entend, ben s'il est là, ton lit de mort, mais t'as plus mal après. Puis après ça, chacun ses croyances. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile parce que c'était mon père et ma mère. J'essaie de penser, est-ce que je vais devoir revivre ça un jour, puis j'espère que non. J'espère que non, mais en même temps, c'est juste d'un film. Visiblement que le monde part paisiblement la nuit pendant son sommeil. Ouais. Oui, mais les gens qui sont morts autour de moi sont pas morts de même. Quand ça arrive, là, la personne pourrait décider à la dernière seconde de dire non, finalement, je reste. Oui. Ouais, okay. C'est redemandé par le médecin qui administre la MAM, là, l'aide médicale à mourir, jusque dans la dernière seconde. Parce que c'est combien de piqûres, c'est ça? Combien de seringues? Il me semble que c'est 3. Okay. J'étais assez shaké quand je l'ai vu les 2 fois. C'est 3 ou 4, là, mais ça va quand même relativement vite. Là. C'est une question de 2-3 minutes. Là. Puis comment ça... Je m'excuse, là, mais comment ça se passe? La personne rend un dernier souffle? Vraiment. C'est très paisible ou... C'est très, très paisible. La personne s'endort et se réveille pas. Là. J'ai pas entendu. T'as vu les yeux de tes parents fermés? Ouais. J'ai pas entendu le dernier souffle de ma mère, mais j'ai entendu vraiment le dernier souffle de mon père. C'est un bruit que tu n'oublieras jamais, ça? Jamais. Je peux tomber Alzheimer demain, j'oublierai jamais ça, je suis convaincu. Mais c'est beau en quelque part. Mais c'est juste que c'est affreusement triste parce qu'il n'y a pas de contrôle Z, puis on n'est pas dans Mario Bros avec 3 vies. Là. Ouais. La personne, mon père, ma mère, sont partis, puis ils ne reviendront pas. OK. Voulais-tu rajouter quelque chose là-dessus? Ou Non, mais tu sais, c'est quelque chose qui est en train de devenir pas mal moins tabou. Puis on a fait des gros pas comme société. Il en reste à faire. J'ai pas envie de me lancer dans l'aide médicale à mourir pour les gens dont la santé mentale est déficiente parce que ça va être tellement long comme débat de société, mais Colin, je préférerais-tu l'aide médicale à mourir pour quelqu'un qui va s'enlever la vie ou tu préfères que le laisser à lui-même qui va faire ça tout coche dans son garage ou qui va se pitcher devant un camion sur la route? C'est un débat qu'on ne rouvrira pas toi puis moi, mais qu'on va devoir avoir éventuellement comme société parce que la santé mentale collective va pas particulièrement bien. Ouais. Ça a été exacerbé par la COVID, mais c'est ça. C'est une belle affaire, bien triste, par exemple, puis j'ai eu pas la chance, pas le privilège, mais je l'ai vécu 2 fois. Ouais. Bon, ben, on va changer de beat. On va parler de ta job à Énergie. On revient là-dessus parce que toi, tu as toujours été le matin. Ouais. Tu as toujours fait le show du matin. Ouais. Fait que quand tu dis que ça fait 23 ans que tu te lèves en plein milieu de la nuit, ça explique pourquoi tu es magané de même. Honnêtement, c'est sûr. Hey, des fois, je regarde du monde qui ont mon âge puis ont l'air de petites fleurs fraîches. Oui. Je dis, toi, c'est clair que tu te lèves pas. Toi, tu te lèves quand tu as fini ta nuit. Moi, je me lève quand le cadran sonne. Moi, honnêtement, j'ai fait la moitié de ma carrière à peu près en tant que morning man, puis c'est tough. Là. Les gens n'ont pas idée à quel point c'est dur de se lever. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui se lèvent dans la nuit, puis on est une poignée à le faire. Ouais. Okay? Puis ces gens-là vont comprendre. Mais pour les autres, là, c'est tough de se lever la nuit, se coucher le soir. Toi, tu dors presque pas. Moi, j'aime bien ça, vivre la nuit. C'est sûr que si le jour, je ne serai plus dans le show du matin, ça va être probablement prendre une job de nuit. Là, probablement. Okay. Parce que j'aime ça, ce qui se passe le soir. Je suis un gars qui aime ça regarder son pool de baseball ou regarder ce qui se passe ou être juste seul dans la maison. Mais moi, je trouve que c'est comme vivre un peu un décalage horaire. Mm-hmm. Parce que oui, on n'est pas tout seul à être sur le piton à 5 heures le matin. Il y a des papas et des mamans aussi, là. Mais nous autres, on travaille. Ouais, mais tu dis 5 heures le matin, tu arrives bien plus tôt que ça à la station. Ouais, j'arrive à 3, mais c'est ça. C'est très tôt. Le corps s'habitue vraiment jamais. Là, hein? Un week-end de 3 jours suffit à déstabiliser. Là. Ouais. Tellement. Ouais. Mais d'un autre côté, ça libère l'horaire du reste de la journée. Là. Avec qui tu as travaillé? Écoute, des morning man, j'en ai eu 3. J'ai eu un certain mot, vous connaissez peut-être. J'ai eu Max Lalonde puis le grand Louis Pelletier. Ça a été mes 3 morning man principaux. Il y en a eu qui ont remplacé à gauche, à droite, là, mais des animateurs principaux, c'était ça.
Puis des filles co-animatrices, barre oblique, showbiz, j'en ai eu peut-être une dizaine. Ouais, la À un liste est moment donné, il longue. fallait que je fasse la liste, puis là, je te parle pas des animateurs des autres shows, puis des journalistes avec moi. Ouais. On travaille quoi, sûrement une cinquantaine de personnes. Je te parle d'artisans qui ont touché au micro, même pas le reste du monde en arrière. Là. Vous le voyez peut-être pas, mais les techs, les conseillers des ventes, les gens qui s'occupent des promos, ça prend du monde pour faire rouler une station. Là. Ça prend du monde, mais ça prend de moins en moins de monde. On est vraiment rendu une petite équipe, là. Ouais, mais c'est comme ça partout. Partout. On n'est pas les seuls, à part peut-être Radio-Canada, là, puis encore là, on leur a demandé des coupures récemment, mais sinon, c'est sûr que des fois, j'écoute une émission, puis je regarde le générique, puis ils sont comme 63 à travailler sur l'émission. Ouais. L'autre, on est 3. Il y a un léger débalancement. Là. Parle-moi de tes bons souvenirs, tes bons moments de radio, des flashs que t'as, vite fait, des moments qui ont été marquants pour ta mémoire. Moi, je pense que ma plus belle entrevue, c'est Bernard Fortin. OK. Bernard Fortin était venu à Amos, avec le mouvement d'Amos, la relève d'Amos Région, il était venu faire une foire de l'emploi, il était venu motiver les jeunes, puis Amos nous l'avait booké en studio, puis il était censé rester 5 minutes, puis il était resté tout le show, puis à la fin, il avait quasiment fallu mettre Bernard Fortin dehors. Puis il nous avait fait des voix des Simpsons, ce qu'il n'a pas toujours le droit de faire, c'est protégé, c'est des marques de commerce, puis il nous en avait fait qu'on utilise encore, puis un enfant, là, un gamin, il était vraiment, vraiment speedé, puis il voulait pas partir, puis tu le vois qu'il y avait du fun. C'est ça qui est bien avec la radio, c'est que généralement, à part des fois qu'il y a des nouvelles tristes à annoncer, mais sinon, on a du fun. C'est un esprit de camaraderie, c'est vraiment du fun. Toutes les entrevues qu'on a faites, j'ai vu des premiers ministres, des politiciens venir à ces micros-là, jusque n'importe qui fait l'actualité dans la région. À chaque fois, je suis émerveillé de voir que des gens sont capables de prendre un micro, d'exprimer leur point de vue, puis il y en a que c'est bénévole, il y en a d'autres que c'est leur job, ils n'ont quasiment pas le choix. Ouais. Il y a des organisateurs de festivals qui viennent nous plugger ça. C'est des heures, ils font pas une scène. Puis ça, ils sont tout contents de venir nous l'expliquer. On a reçu des humoristes, toutes sortes d'acteurs. La dernière de Kilomètre-Heure, on avait reçu Gilda Roy. OK. Le jour, le soir, c'était la dernière de l'émission Kilomètre-Heure. Gilda Roy, on l'avait en entrevue le matin pour venir nous raconter ses anecdotes avec Michel Barrette puis tout ça. C'est des Christy de beaux moments, ça. Je t'ai vu dernièrement triper avec Jeff Dubé. Vraiment. Ah, je suis content d'avoir reçu Jean-François Dubé qui... De Noir Silence. Noir Silence, qui a une super belle carrière solo. C'est le fun aussi quand ils amènent leur kit. Ouais. Ils amènent leurs instruments de musique puis ils viennent nous faire des tunes live dans notre face. Vous autres, vous voulez en profiter à la radio, c'est le fun. Nous autres, là, vous avez même pas idée. Et tu me corriges si tu sens que ce que je dis est à côté de la traque, mais c'est tellement un beau privilège pour nous autres. Tu as l'impression d'être tout seul avec l'artiste. Oui, tu t'es calé un show privé. Ouais. Tu as sorti le cash puis il vient de faire des tunes. Ça fait big, là. On a eu Boom de Jardin en 2024. Je veux dire, qui ici en région connaît pas toutes les tunes de la chicane par cœur? Lui, il nous la faisait devant nous autres, tu sais. C'est des moments. Quand Rudy Kaya est venu, te souviens-tu de ma face? Ben oui, t'es un gamin. Ah ouais. Tu le regardais quasiment... Ah non, écoute, je capotais. J'y ai serré la main quand il est arrivé, je shakeais. Ouais. Oui, mais on les entend tellement, puis là, on peut les avoir devant nous autres. Y a-tu du monde qui t'ont intimidé? Tu sais, intimidé positivement, là, que tu fais comme ça, c'est big, là. Je suis nerveux. Tu sais, comme Rudy Kaya, quand il est venu, moi, je me sentais petit en maudit, là. Intimidé, je pense pas, mais quand on a des politiciens en campagne électorale, tu veux pas le faire paraître plus fou qu'il a déjà l'air ou que le monde pense que tu as un parti pris aussi. Fait que je suis pas intimidé, mais tu es nerveux. Tu fais attention aux questions que tu poses, puis des fois, le garde du corps était pas loin ou l'attaché politique, puis tu veux pas te mettre en arrière de la baluite non plus. Ouais. Écoute, même quand Hugo Girard est venu, je n'étais pas intimidé. Pourtant, il y a de quoi intimider le bonhomme. Les gens ne savent pas ça, mais quand il y a un politicien qui vient à la station, ça vient avec un système de sécurité, un dispositif qui est assez impressionnant. Hein? Et puis plus le gars ou la fille est haut gradé, plus il passe de bonne heure. Des fois, ils passent la veille, ils viennent vérifier tous les accès. Combien il y en a? Par où ils peuvent sortir? C'est possible de les garder. Après ça, y a-tu un extincteur? Y a-tu ci? Y a-tu ça? La coutellerie, y a-tu bien rangé? Ouais. C'est quelque chose, là. C'est à la limite d'être épeurant. Tu dis, Colin, il va-tu avoir un coup d'état dans mon studio? C'est qui le dernier qu'on avait reçu qu'il avait barré la rue en avant de la station? Ça devait être Legault. C'était-tu Legault? Legault, parce que je me rappelle pas avoir eu un premier ministre live dans nos studios là, alors qu'il était élu, peut-être en campagne électorale. Je me souviens qu'ils ont bloqué la rue en avant avec des vannes pas identifiées, mais avec des flashs. Ouais. Puis tu pouvais pas... Hey, écoute, c'est weird, là. J'ai vu des mesures de sécurité. J'ai déjà été fouillé au palais de justice quand c'était Écrevisse et Serge Pomerleau. Ils nous fouillaient. Ouais.
Je veux dire, ça fait 10 ans que tu me vois venir au palais de justice à tous les jours. Là. Si j'avais eu quelque chose à faire, je l'aurais fait avant, mais c'est correct. Faut prendre des précautions. Better safe than sorry. C'est ça qu'ils disent? Je sais pas. Anecdote drôle dans tes shows du matin, de folie que tu as faite ou dont tu as été témoin. Je me rappelle qu'au début de ma carrière, on est au milieu des années 2000. On n'est pas encore en 2010, puis on commence à être à l'aise avec Internet, mais jamais autant qu'avant. C'est tu pitonnes, puis t'as ce que tu veux. Mais... Ouais. Je demande à Louis Pelletier de nous trouver de l'information sur André Melançon, le grand cinéaste, réalisateur natif de chez nous qui est décédé il y a quelques années, qui a fait Les Comptes pour tous, La guerre des trucs. Puis Louis, il n'est pas capable. Il trouve rien, il n'est pas à l'aise, il doit être distrait par quelque chose. Fait que là, j'étire, puis à un moment donné, on part de rire toute la gang. Ouais, c'est pas Louis, t'as rien trouvé. Tu commences à s'écrire Google, c'est pas G-O-U, là, tu sais. Comment Louis, ou tu sais. Puis ça, souvent, c'est nos filles qui sont bonnes là-dedans, mais des péronismes. Là. Ils mélangent deux expressions. Là. Ouais. Ça, j'en ai gardé sur des papiers à la maison. Je me rappelle Stéphanie Poitras qui m'avait dit, au lieu d'être, je vais être membre sur le jury, ce soir, je vais être sur le membre du jury. Ça s'invente pas. C'est là. sûr que tu pars à rire. Ça s'invente pas. Puis... J'aime tellement les fous rires. Ah oui, ben oui. J'aime tellement ça quand on part, puis je sais pas à quel point les auditeurs nous suivent là-dedans, puis je sais que le matin, ils nous écoutent d'une oreille distraite parfois, Ouais. tu sais. Puis là, ils nous entendent rire, puis je me dis, ils doivent se demander d'où est-ce qu'on part avec ça, là, tu sais. Ceux qui ont été témoins doivent être contents, mais pour les autres, tu dois dire qu'est-ce qui se passe. Ça se planifie pas un fou rire. Non. Ni dans la vie de tous les jours. Tu peux pas dire, hey, quand Bob va rentrer, on y fait tout debout, puis tout le monde va vraiment beaucoup rire. C'est pas comme ça que ça marche, puis dans le monde des médias encore moins. Là. Ça arrive. À quel point tu trouves que la game a changé dans notre métier? Beaucoup. Je trouve qu'avant, on sortait plus. Puis je parle pas juste de mon média à moi, je regarde ce qui se fait ailleurs, là, ça sortait plus. Maintenant, ben, le monde est très texto, est très messenger, puis c'est correct aussi. Tu sais, c'est pas à moi de décider ce qui est bon ou pas bon, puis qu'est-ce qui pogne ou pogne pas, mais oui, ça, mais ça tu t'ennuies. Moi, je m'ennuie de cette époque-là. Oui. J'aimais ça, aller dans la rue puis rencontrer le monde. Puis tu te souviens, quand on a fait les Beignes Boston, c'est une série Canadien-Boston, puis qu'on avait amené des Beignes Boston, puis que les gens les fessaient avec une masse parce que le Canadien allait détruire Boston. Ce genre d'affaires-là, je vais m'en rappeler longtemps. Là. C'est-tu ce qui a changé aussi? C'est que, tu vois, mettons ça, on pourrait plus le faire parce que là, on serait accusé de gaspiller de la nourriture. Ah ouais, peut-être, ou laisser d'intimider les méchants Bruins. Ouais. Mais la société évolue, fait que c'est normal que tout le reste évolue, mais ça veut pas dire que ça évolue pour le mieux. Là. Boum, Desjardins le disait dans une de ses chansons, je veux encore voir le monde changer, même pour le pire. Colin, il était précurseur pareil. Là. Surtout au moment où on enregistre ce podcast-là. Ouais. Hey, on n'a pas juste été partenaire de travail. C'est vrai. On a été compétiteurs aussi. Ouais. À une certaine époque, on a joué l'un contre l'autre. Ouais, à une époque où ça jouait plus du coude. C'est ça, on avait plus de temps pour sortir, peut-être plus de budget, je sais pas trop. Ouais. Moi, j'ai jamais haï mes compétiteurs du matin. J'ai toujours eu beaucoup de respect. Ouais, parce que tu te levais à la même heure que moi. Exactement. Il y a des affaires que tu faisais que je détestais parce que je savais que c'était bon. Puis que je voulais faire ça ici, puis que c'était pas possible de le faire. Puis heureusement, tu l'as amené ici. T'étais pas mon grand ami, tout comme ceux présentement qui font le même job que moi, un autre boss. Exact. Je les déteste vraiment pas. Non, j'ai du respect pour tous ces gens-là. Mais je veux les battre. Ah ben oui. C'est ça. Dans la vie, tu joues pour gagner ou tu joues pas. Ça, c'est André Tourigny, le coach des Huskies, m'a déjà dit ça. Il dit, Fod, n'importe quoi que tu fais dans la vie, tu joues pour gagner ou tu joues pas. Puis le gars est rendu dans la Ligue nationale. Fait que j'imagine que ça doit valoir de quoi, ce conseil-là. Mais moi, te le dire, là, moi, on dit que je te trouvais bon. Ah, je te trouve encore bon, mais tu sais, on dirait que tu le trouves tout le temps meilleur quand tu es de l'autre bord, quand tu l'as pas dans ton équipe. Hein? Ouais. Quand tu le regardes, puis tu fais, ah, c'est il me semble que je serais capable d'aller encore plus loin avec lui. Là. Fait que, ouais. Mais ça n'a pas mal évolué, la radio. Ça évolue, puis les habitudes d'écoute des gens changent. Puis c'est à nous autres à nous habituer. Tu ne peux pas demander à l'épicerie non plus de garder le même rythme. L'épicerie, le magasin, le centre d'achat, la TV vont devoir s'ajuster à ce que le monde demande. Mais le monde, il demande l'authenticité, par exemple. Ça, c'est une affaire qui est importante pour moi. Ma voix est la même là que ce que vous allez entendre si vous me croisez au gym. Moi, c'est le plus beau commentaire que tu peux me faire. Ouais. Quand, mettons, j'étais à l'épicerie, puis je jase, puis je me souviens d'une fille, j'étais à la charcuterie, j'étais en train de commander mon simili-poulet, puis mon jambon forêt noire, tu sais, puis
Puis là, la fille à côté, elle dit j'ai l'impression d'écouter la radio. J'ai reconnu ta voix. Ah, c'est que ça, moi, là, ça c'est le plus beau commentaire que... Ah, vous êtes drôle, vous êtes cave. OK, c'est le fun, mais quand tu me dis que c'est la même affaire, puis que je vois que tu triples, là, je suis tellement reconnaissant. Ça te fait-tu de quoi quand les gens disent ah, moi, j'écoute plus la radio? Ah, moi, la radio, j'écoute pas ça. Ah, moi, je suis Spotify. Spotify me fait plus chier un peu, faut que je t'avoue, là. Oui, il y a des bonnes tunes, mais je te parlais d'authenticité. T'as pas cet attachement, t'es pas groundé à ta région. De l'autre côté, si j'ai dit tantôt que je ne peux pas décider à la place des gens qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qu'ils voulaient, mais oui, je préférais que les gens soient encore plus attachés et groundés à leurs médias régionaux. Puis en même temps, ben, Colin, tu peux juste faire de ton mieux dans la vie. Moi, la première affaire que j'ai compris en arrivant ici à la radio, c'est que je ne ferai jamais l'unanimité, ni dans un sens ni dans l'autre. Puis de la minute que tu es au service à la clientèle ou que tu es dans la sphère publique, il faut que tu comprennes ça. Sans ça, tu vas être malheureux. Moi, demain matin, je peux te donner un rein, puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont appeler puis qui m'aiment pas, puis qui vont dire ouais, mais il t'en reste un maudit lâche, donne-le aussi. Inversement, je peux arriver demain matin faire des bruits de pète pendant 5 minutes, puis les gens vont trouver que c'est du Beethoven parce qu'ils m'aiment. Ouais. Tu fais jamais l'unanimité dans la vie, jamais, jamais. Puis si t'es pas à l'aise avec ça, va-t'en surtout pas dans la radio. T'en reçois-tu des mauvais commentaires, du hate? Pas tant. Ah ouais, tu es chanceux. Non, ben tu sais, je peux pas dire que je lis non plus beaucoup les commentaires. Okay. Ça m'arrive des fois à l'occasion de tomber sur quelque chose, mais les goûts, ça se discute pas. Mais tu sais, moi, je fais vraiment de mon mieux. Mon père me disait ça. Ouais. Dans la vie, fais de ton mieux, puis ça devrait bien aller. Mais en fait, moi, je suis d'accord. Mettons, là, j'ai pas de trouble avec les gens qui font des mauvais commentaires, tu sais, parce qu'ils ont écouté le show, puis là, c'était pas à leur goût, puis tout ça. Mais quand c'est juste gratuit à travers ton écran, c'est que je trouve ça moche. Ouais, mais c'est la société 2025. C'est ça qui m'écoeure, je pense. On permet à n'importe qui de pouvoir écrire n'importe quoi, de démolir des gens, mais... Qu'on est rendu lousse. C'est lousse. Puis comment tu veux légiférer? À un moment donné, il va falloir que quelqu'un se pose vraiment la question. Moi, j'ai juste commencé à bloquer. Ah, ben oui, ça oui, c'est sûr. Moi, tu sais, j'ai ce privilège-là. Ouais. T'es sur ma page. Je vais pas comment... C'est comme si je te laissais rentrer chez nous pour me donner de la marde. Là. Ouais, c'est ça, t'as raison. Tu sais, OK, sors, puis si tu veux pas sortir, ben, moi de sortir moi-même. Là. Mais c'est ça, c'est la société où c'est tellement plus facile de chialer pour quelque chose qu'on n'aime pas. Ouais. Moi, je l'ai déjà dit au restaurant, quand j'ai un bon service, je demande à parler direct au gérant. Ou le plus haut placé dans la place, c'est qui? OK, lui, il est vraiment bon. C'est un bon serveur, il est drôle, il est funny, il est rapide, il est attentif. Bravo de faire ça. Ben, il me semble que ça va de soi. Pourquoi juste chialer? Pourquoi juste se faire entendre quand ça va pas bien? Ouais, je suis d'accord. Tu sais, il y a moyen de donner des tapes dans le dos aussi une fois de temps en temps. Là. Hey, Fod, y a-tu quelque chose dont tu aimerais parler? Puis, tu sais, on arrive pas mal sur la fin. Fait que quelque chose que je t'aurais pas posé comme question, puis tu étais certain que j'allais te poser la question, ou quelque chose que tu aurais aimé aborder, puis on l'a peut-être pas fait. Là, m'a donné ta free pass. C'est une bonne question. Je suis pas trop sûr. Moi, j'ai 4 enfants, puis je suis content, puis j'espère que le monde va continuer d'avoir des enfants parce que c'est quand même assez merveilleux. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte des moments en couple d'intimité, puis ça coûte beaucoup d'heures de sommeil pour moi qui en a déjà pas gros. Mais je suis content. Je trouve ça beau de voir aller les jeunes, voir aller les enfants. Non, j'en veux pas d'autres. Je suis coupé. Hey, lui, c'est assez. T'as peur, ouais, c'est ça. Vous autres, faites-en. Hey, je n'ai 3 plus ma belle-fille, c'est assez. Mais je trouve que. Puis ça fait au moins 4 fois que je le dis depuis qu'on a commencé. Notre société, ça va pas dans le bon sens. Puis on va frapper le mur à moins que quelqu'un intervienne. Puis ce quelqu'un-là, c'est peut-être votre kid. C'est peut-être votre enfant qui est présentement aux études puis qui va trouver une twist pour en remettre tout ça. Puis je parle pas juste de l'environnement, là, du climat et tout ça, parce qu'il va falloir s'y attaquer. Mais à un moment donné, quelqu'un va avoir le déclic. Puis c'est peut-être un de nos jeunes ici. Puis le prochain, Albert Einstein, là, il est peut-être en quelque part en Abitibi-Témiscamingue. Ce serait malade. Ce serait vraiment cool. C'est là-dessus qu'on va clore cet épisode de Mo pis sa gang. François, merci d'avoir accepté. Ben, merci de m'avoir invité. Je vais te le dire, puis je le pense sincèrement, tu le sais, mais je veux que les gens l'entendent. T'es le meilleur journaliste en région. C'est fin. Fait que merci. C'est un privilège de travailler avec toi chaque matin. Pareil. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Si vous avez aimé cet épisode, gênez-vous pas, il y a des petites étoiles sur la plupart des applications de balado. Vous pouvez laisser des étoiles. Un commentaire, ça fait toute la différence aussi dans la section commentaires. Vous pouvez partager ce balado. Merci d'avoir été là et vivez heureux.